on va passer la parole à l'intervenant suivant. Il s'agit donc de Mathieu Bellil, qui est enseignant-chercheur à Montréal, qui a fait une thèse sur le drôle de roman Marcel Aimé, Albert Cohen, Raymond Queneau, qui a donné lieu à un livre publié récemment. On le connaît aussi pour avoir dirigé un numéro de l'atelier du roman intitulé Albert Cohen, le seigneur du roman, auquel certains d'entre nous avaient participé, et pour avoir déjà publié plusieurs articles dans les cahiers Albert Cohen, ce qui est naturellement son plus grand titre de gloire. Voilà, donc je donne la parole à Mathieu Bellil, qui va nous parler de Mangelou et la vie minuscule. D'abord, merci de m'accueillir, et je commence. Dans l'anatomie de la critique, Anatomy of Criticism de Northrop Frye donc remarque dans ce livre que depuis l'Antiquité, le personnage de fiction accuse un déficit moral, ontologique, grandissant par rapport au héros de l'épopée et de la tragédie. Pour le critique, l'histoire de la littérature européenne montre que le personnage a progressivement délaissé le domaine de la geste noble pour gagner celui de la mimesis inférieure. Il semble que la littérature moderne ait largement renoncé à proposer les modèles dignes d'imitation qu'Aristote célébrait tant et qu'elle tente désormais de trouver, plutôt qu'un idéal, une racine commune. Si les œuvres antiques proposent des personnages placés dans une position de surplomb par rapport au lecteur ou à l'auditeur, au point de les situer parfois sur une sorte de balcon métaphysique, les œuvres modernes offrent au lecteur des personnages semblables, sinon inférieurs à lui. L'hypothèse de Frye est bien entendu sujette à débat. On peut penser qu'elle néglige l'importance de certains corpus, celui notamment des œuvres comiques, qui se signalent par l'étonnante permanence de son imaginaire, et aussi celui de la littérature idéaliste, qui, quoi qu'on en dise, n'a pas disparu, mais qui se trouve peut-être aujourd'hui parfois relégué ou repoussé dans le domaine des formes populaires, qui continuent de célébrer, comme dans l'épopée de jadis, le principe communautaire et les vertus d'une humanité supérieure. On pourrait aussi reprocher à Frye d'infléchir le récit de l'histoire des formes littéraires en lui imposant une sorte de linéarité, lecture progressiste ou décadentiste, selon évidemment le point de vue selon lequel d'où l'on se place. Cela dit, cette hypothèse n'est pas sans fondement, car il est vrai que de plus en plus de personnages dans la littérature moderne appartiennent à la catégorie des faibles, des ratés, des personnages qui attirent moins notre admiration que notre sympathie, qui nous marquent par la faiblesse de leur volonté ou alors par l'énergie qu'ils gaspillent dans une lutte perdue d'avance ou alors en vue d'un triomphe bien provisoire. Dans de très nombreux romans des 19e et 20e siècles, mais on pourrait évidemment remonter jusqu'à Don Quichotte, c'est l'ampleur de la défaite, de l'écart creusé entre le désir et la réalité, entre l'idéal d'un monde rêvé et l'expérience d'un monde déchu, qui attire notre attention et nous émeut. L'œuvre d'Albert Cohen me semble particulièrement exemplaire de cette transformation ou de ce glissement ou de cette évolution, elle qui est habitée à la fois par la mémoire de la grandeur de jadis, c'est-à-dire du grand héros, capable de conquête, de victoire, animé de désirs, d'idéaux, etc. Et donc par cette grandeur, et à la fois aussi par la conscience de la difficile actualisation de cette grandeur dans le monde moderne, un monde où l'homme ne peut plus compter sur la sécurité intérieure dont jouissait le héros épique, pour reprendre une formule de Lukács, d'un lien qu'il assure d'une relation avec la transcendance. Solal et Mangelou, par le mouvement pendulaire qui voit leurs actions et leurs aventures se succéder, de roman en roman, incarnent deux manières de vivre avec cette mémoire et sa difficile actualisation. Le parcours de Solal
s'apparente en partie à celui du personnage de l'ambitieux, tel qu'on en trouve l'exemple dans les romans de Stendhal, Balzac. Lui qui quitte sa province, l'île de Céphalonie, arrive par les femmes, jouit d'un charisme qui lui permet de nouer tout au long de son parcours les relations stratégiques qui assurent son ascension irrésistible, évidemment jusqu'à sa chute. Mancheclou, d'autre part, aussi risible et laid, enfin, qu'il puisse sembler, comique, cherche également à se mesurer à l'idéal de grandeur, mais à la différence de Solal, il semble conscient de son incapacité foncière à en proposer une incarnation effective. C'est pourquoi il se contente le plus souvent de s'approcher physiquement, ou alors par le rêve ou par le discours, des symboles de ce pouvoir, de jouir comme le commensal de la comédie antique, du prestige et de la richesse d'autrui, dans l'espoir qu'une partie de ceux-ci rejaillisse sur lui. Pensons au surnom de grand dirigeant qu'il donne à ses fils, aux médailles et autres distinctions qu'il se décerne à lui-même, aux lettres interminables et aux sommes qu'il adresse aux souverains, et ainsi de suite. Mancheclou, plutôt que de se lancer à la conquête du monde, se contente de rêver de cette conquête, et il n'est pas certain, au terme du cycle cohénien, que ce ne soit pas lui qui ait finalement raison. Car alors que Solal meurt isolé, dans des circonstances aussi tragiques qu'absurdes, Mancheclou, entouré de ses compagnons, est décrit, ce sont là d'ailleurs les derniers mots du roman Les Valeureux, décrit comme un vainqueur éternel. Tout se passe ici comme si Cohen choisissait de donner au rêve, puisque c'est bien sûr d'une victoire rêvée dont il s'agit, au rêve donc préséance sur la réalité, même si le lecteur et le narrateur savent que la reine d'Angleterre ne recevra jamais la lettre que Mancheclou a rédigée, puisque c'est cette activité à laquelle il s'adonne à la fin du roman. Donc, les derniers mots du roman, vainqueur éternel, réservent la possibilité d'un succès, même d'un succès absolu. En somme, si Solal cherche à éprouver sa valeur en confrontant le monde, pour finir par admettre son impuissance à le transformer ou à triompher de lui, Mancheclou offre l'image de celui qui a déjà tiré les conséquences de la douloureuse découverte vers laquelle Solal sera insensiblement amené. Admettre que Solal et Mancheclou incarnent les deux faces d'un même désir, que l'un est, pour reprendre la belle expression de Judith Kaufman, l'un est le roi dérisoire et l'autre le roi de la dérision. Admettre cela n'empêche pas de penser que Mancheclou entretient vis-à-vis de Solal un rapport de secondarité. Le roman dont le bouffon tient la vedette, que Cohen affirme avoir écrit pour le plaisir de sa fille, se présente en effet comme une sorte de chant d'accompagnement, ainsi que l'on dit à propos de la parodie, une œuvre qui offre une continuation en même temps qu'un complément ludique à une histoire sérieuse qui serait celle de Solal, premier roman. De la même manière que Mancheclou et ses compagnons vivent aux dépens du bien d'autrui, celui de leur entourage immédiat, puis celui de Solal, qui les héberge à Genève et veille sur eux, nous pourrions penser que le roman Mancheclou vit en quelque sorte aux dépens du roman Solal, et aussi, bien entendu, de Belle du Seigneur, dont il a été tiré, suivant l'histoire de la genèse du roman. Alors, si on le compare à celui de Solal, le parcours des Valeureux est singulièrement inefficace. Donc, parodie, en quelque sorte, du parcours de Solal, offre une version dégradée, loufoque, de la grande aventure. Et pourtant, en dépit de la nature dérisoire de leur existence, Mancheclou et ses compagnons ne sont pas dénués de valeur, en ce qu'ils incarnent une autre manière de vivre avec la crainte de l'échec et le spectre de la déchéance qui hante Solal. Ainsi, Mancheclou, le roman, peut être considéré aussi bien comme le doublet parodique de Solal que comme son indispensable remède. L'équilibre de l'œuvre cohénienne tient en grande partie dans sa remarquable capacité de générer ses propres anticorps. À la solitude du grand héros, les Valeureux opposent la fraternité, aux affres de l'intériorité malheureuse, l'extériorité joyeuse, au désir d'exception, la fusion dans le groupe, au combat contre le monde, la sagesse de la fuite et de la reddition.
À la folie des grandeurs, Mancheclou, bref, et ses compagnons opposent le bonheur de la vie minuscule. Je voudrais aujourd'hui explorer l'hypothèse d'une valorisation de la vie minuscule dans l'œuvre de Cohen. J'emprunte évidemment cette expression au beau livre de Pierre Michon, dont les vies minuscules, dont l'un des mérites consiste à avoir conféré, avec une charité toute évangélique, une existence romanesque à des figures anonymes et dénuées d'intérêt, en tout cas si l'on s'en remet à des critères classiques. Je pense à la figure, je parle ici des vies minuscules, je pense à la figure même du narrateur de ces vies minuscules, qui appartient aux poètes apostats, dit le texte, ces déshonorés pleins d'honneur qui éprouvent dès l'enfance la nostalgie et le désir de la grandeur. Je pense à certains personnages, tels André Dufourneau, ce voyageur passé comme un coup de vent et dont les proches conservent à peine le souvenir, à Claudette, une amante de passage, et aussi à cette petite morte, à laquelle l'auteur consacre son dernier récit, expression qui n'est pas sans rappeler le petit mort, dont Mancheclou porte le deuil pour évidemment s'adonner à ses activités de contrebande. La valorisation de la vie minuscule relève d'une entreprise esthétique. Il s'agit de conférer une beauté singulière à des figures indifférenciées en vertu de ce que Arthur Danto a très justement appelé la transfiguration du banal. Opération qui vise à mettre en évidence le charisme intérieur des êtres et des objets prosaïques. La valorisation de la vie minuscule entretient également une visée éthique ou morale. Raconter des vies minuscules, c'est leur donner ou leur redonner la dignité dont elles ont été et sont privées, attester de leur présence, même infime et sans grande conséquence, dans l'espace politique et social. À mon sens, le roman Mancheclou illustre de manière exemplaire cette entreprise de valorisation dont on trouve évidemment l'expression dans les autres romans de Cohen, Les Valeureux au premier chef, mais même aussi Solal, Les Belles du Seigneur. Mancheclou, le second roman de Cohen, c'est le moins qu'on puisse dire, valorise les sujets bas. Il le fait de deux manières, d'ailleurs, via deux stratégies. La première stratégie de valorisation de la vie minuscule correspond à une forme de magnification, de grossissement, qui concerne tout particulièrement le personnage de Mancheclou. La seconde manière, plus subtile, consiste à envisager la vie minuscule pour ce qu'elle est, c'est-à-dire minuscule, à peine visible, en lui accordant une attention, en l'entourant de soins particuliers. C'est la première stratégie, celle de la magnification, du grossissement, qui a été le plus souvent étudiée, notamment par Judith Kaufman dans ses travaux remarquables sur le grotesque. S'il est vrai que Mancheclou peut être considéré comme un marginal, comme un petit, sans richesse, sans statut, etc., rien de ce qui le caractérise ne peut être assimilé à une telle appréciation. Tout ce que fait Mancheclou, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il est, signale une extraordinaire force d'expansion. Appétit d'ogre, verve intarissable, déluge de titres et de métiers, Mancheclou représente une sorte de personnage choral qui, à force d'avalement, d'accumulation et de dépenses, trouve le moyen d'imposer ses aventures et ses gesticulations à tout le roman et à son auteur, au fond, dont on sent bien tout le plaisir qu'il éprouve à raconter ses exploits, au point donc d'en devenir la vedette incontestée. Comme Pantagruel, Gargantua et aussi comme le brave soldat Schweik, Mancheclou peut être considéré comme un grand héros comique, dont chacune des qualités prend l'aspect d'une protubérance esthétique et morale. En vertu du renversement carnavalesque, la vie minuscule se trouve ainsi promue à un rang supérieur. La deuxième manière de traiter la vie minuscule, je le disais, consiste à l'envisager pour ce qu'elle est, une vie minuscule, c'est-à-dire une vie à peine visible, si minuscule en fait qu'elle peut tout aussi bien passer inaperçue,
Et donc, une vie minuscule qui n'est pas mise en évidence par le grossissement ou la magnification, comme c'est le cas par des diverses stratégies qui ressortissent au grotesque, mais c'est par simple focalisation. Cette valorisation donc, de la vie minuscule envisagée par elle-même obéit à son tour à deux lignes ou à deux ensembles qui traversent le roman. Première ligne, la principale, celle incarnée par les plus petits des petits, à commencer par Salomon, que l'on retrouve dès l'Incipit, et aussi, j'y reviendrai, par Scipion et Jérémie. J'aimerais suggérer que ces trois personnages forment, à l'intérieur de Mancheclou, une sorte de trio obscur, situé en marge de la marge, c'est-à-dire qu'à mon sens, il y a même au sein des valeureux et de l'espace de Céphalonie, mais espace qui s'élargit ensuite parce qu'avec eux, les valeureux, évidemment, vont à Marseille et ensuite à Genève. Il y a dans cet espace-là une certaine hiérarchisation possible. Donc, des personnages donc en marge de la marge, dont les apparitions, donc ces trois personnages, se présentent comme autant de jalons qui marquent la relance de l'action du début à la fin du roman. J'y reviendrai, mais une des choses qui m'a frappé, c'est qu'au seuil de chacun des principaux lieux que les valeureux parcourent ou découvrent, alors Céphalonie, Marseille et ensuite Genève, il y a ce petit d'entre les petits qui les accueille, ou en tout cas qui est le premier personnage auquel le romancier accorde son attention. J'y reviendrai. La seconde ligne, ça c'est la première, la seconde ligne, qui accompagne la première comme une sorte de base continue. C'est une ligne qui est signalée par la récurrence des propos du narrateur et des personnages au sujet de l'infiniment petit, c'est-à-dire au sujet des insectes, des microbes, des petits oiseaux, des petits chats et chiens, des poux, et ainsi de suite. À propos de cette seconde ligne, une remarque préliminaire d'abord. Je remarque la récurrence dans la littérature moderne, disons depuis Flaubert, Dostoïevski, du rapprochement entre le personnage de fiction et l'insecte. Pensons à Bouvard et Pécuchet, qui devait d'abord s'intituler « Les deux cloportes ». C'était le titre auquel avait d'abord pensé. Ça devait être un titre de travail, j'imagine, hein, le titre auquel Flaubert avait pensé. Pensons aussi à Emma Bovary, dont Flaubert dit qu'elle mène une existence de cloporte. Pensons aux hommes du souterrain de Dostoïevski, souvent rapprochés de l'insecte, du parasite, au personnage de Gogol. On retrouve par exemple dans Les âmes mortes des comparaisons aux fourmis. Pensons évidemment, exemple archi-connu, à Grégor Samsa, transformé en scarabée. Mais aussi, un exemple plus récent, celui contemporain plutôt de Cohen, Queneau, où on retrouve des personnages, par exemple, dans Gueule de Pierre, dans Loin de Rueil, dans plusieurs autres romans, personnages comparés à des insectes, à des micro-organismes. C'est très, très, très présent. Bon, alors, dans Mancheclou, les évocations de l'insecte, des micro-organismes aussi, concernent le plus souvent les personnages de Salomon et de Jérémie. Ainsi de Salomon, qui, tout à sa compassion, c'est au début du roman Mancheclou, il se demande si, pour guérir, il faudra vraiment détruire les microbes. C'est ce qu'il se demande. Il est aussi qualifié par Mancheclou de microbe de la puce du poux, ce qui mène à vraiment quelque chose d'assez petit. De plus petit géant du monde à l'œil nu, autre remarque de Mancheclou. Le narrateur qualifie aussi Salomon de « ô escargot, ô microbe », « ô grande âme », bien sûr, qu'il ajoute à la fin. Jérémie n'est pas en reste, lui qui paraît d'ailleurs nettement plus amoindri dans Mancheclou que dans Ézéchiel, où il avait quelques années plus tôt fait sa première apparition en compagnie de son petit chien Titus. Dans le roman Mancheclou, Jérémie est comparé à la mythe et imité par Solal qui, en signe de dérision, se gratte la poitrine qu'il imagine grouillante de tous les poux volants de Lituanie. C'est la citation de Mancheclou. Dans l'œuvre de Cohen, les comportements de groupe rappellent souvent celui des essaims d'insectes, ou des troupeaux, mais peut-être encore plus des essaims d'insectes. Il en va ainsi des valeureux, certes, mais plus encore de la foule, celle du ghetto de Céphalonie, par exemple, qui fourmille,
qui agit et parle à l'unisson, et dont la fonction consiste à reproduire et amplifier des paroles, des pensées, des mouvements. 11, par exemple, je cite ce passage, mais il y en a des dizaines, 11 ou 12 000 mains se posèrent sur 11 ou 12 000 cœurs, et un grand cri s'éleva, « Vive la France ». Il en va de même d'ailleurs de la foule de Marseille. Une foule toute imaginaire, mais puisqu'elle elle nous est décrite par Scipion, qui est un grand menteur, et qui d'ailleurs l'a fait grossir d'intervention en intervention. Cette foule passe de 1000 à 9000 à 16 000 à 40 000 rieurs devant des amantes éplorées de Scipion. Si de manière générale, Cohen envisage la foule comme un tout indifférencié, il arrive qu'il choisisse de la considérer comme le regroupement d'individus distincts, envisagés dans leur singularité. Par exemple, au début du roman Manche-Clou, lorsque Saltiel lance son appel à ses compagnons, après qu'il ait reçu cette fameuse énigme à déchiffrer, alors la foule du ghetto relance ou enfin fait écho au cri de Saltiel, mais ensuite de tous les valeureux. Mais cette foule, cette fois-là, n'est pas simplement décrite comme un groupe, mais c'est-à-dire comme un organisme, mais comme un ensemble d'individus. Et c'est un peu l'occasion pour Cohen d'en décrire la bigarrure et de donner à des personnages à des vies minuscules, personnages périphériques et accessoires, une certaine forme de promotion. Alors, dans cette foule, il y a de grands négociants barbus, il y a des vendeurs de pépins grillés, de chapelets, de petits cireurs à demi nus qui balançaient leurs boîtes cloutées de cuivre et bardées de flacons aux vives couleurs, des tailleurs courbés au milieu de la rue sur leurs machines à coudre, des portiers, porteurs formant à plusieurs une pipe à eau, des repasseurs etc. En fait, la liste est très très longue et je vais l'arrêter là parce que elle dure sur plusieurs pages, sur au moins 2 pages, et on sent bien là le plaisir de la nomination. Alors, cette attention accordée aux petits n'est pas fortuite. Dès les premières pages du roman Manche-Clou, elle est manifeste. En donnant à voir les exercices loufoques de natation auxquels Salomon, être dodu et minuscule, s'adonne avec un zèle comique, Cohen attire immédiatement notre attention sur le plus petit d'entre les valeureux, qui ironiquement hérite du nom du plus grand des rois d'Israël. L'Écriture met en évidence, ainsi que Alain Schaffner l'a bien noté, une volonté, une propension à recourir pour son personnage à l'emploi de diminutifs. J'ai fait un peu d'arithmétique. Dans le seul premier chapitre de Manche-Clou, l'adjectif « petit » revient à 26 reprises, sans compter toutes les expressions de même teneur comme « oiselet »,« minuscule »,« mignon » et j'en passe. Alors, si Manche-Clou est incontestablement la vedette du roman, Salomon semble être celui à qui l'auteur voue la plus grande affection, ainsi qu'en témoigne un certain nombre de passages où le narrateur, ou enfin le romancier, interrompt le récit pour exprimer, dans des envolées, son amour et son affection pour Salomon. Par exemple, à la fin du chapitre 9, « Fils de mon cœur, petit Salomon, jeunesse du monde, naïveté et confiance, bonne bonté, rédemption des monstres au râtelier de canon, etc. Salomon, petit prophète des temps bienheureux où les hommes seront tous pareils à toi. Tu es, enfin, et ainsi de suite, là. Va mon agneau, mon mignon messie chéri, et ainsi de suite. » Fin de la citation. L'éloge du personnage, bien sûr, repose sur un rapprochement ironique entre une série de termes opposés, certains qui renvoient à la petitesse, agneau, escargot, microbe, mais d'autre part, des mots comme Messie, sauveur, prophète, immortel, qui, en fait, nous mènent à voir dans cet éloge ou cette affection un éloge paradoxal, puisque le personnage est abaissé en même temps qu'il est élevé. Il reste que dans l'économie du roman, l'attention portée à Salomon permet d'établir, en parallèle des pérégrinations de l'ensemble des valeureux, le premier d'une courte série de relais, qui inscrivent cette valorisation de la vie minuscule, non seulement dans l'espace, mais aussi dans la durée. Donc, je disais, au seuil de chacun
des trois principaux lieux que le récit traverse, des lieux qui peuvent être considérés comme autant de bornes sur le chemin des valeureux, apparaît le plus petit parmi les petits. À Céphalonie, c'est Salomon, à Marseille, Scipion, et à Genève, on l'oublie parfois, le premier personnage rencontré, nul autre que Jérémie. L'affection de l'auteur